Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, c'est une information qui peut être négligée par le grand public, mais il attire l'attention de tous les spécialistes dans le secteur, parce que c'est une révolution, la façon de paiement. Alors, le firme américain Apple a lancé un système de paiement en ligne, Apple Pay, en Chine. C'est-à-dire, vous allez dans un magasin, dans un restaurant, dans une piscine, dans une salle de gymnase, dans un café, vous devez payer votre consommation, mais vous ne sortez plus ni l'argent liquide, ni votre chèque, ni même votre carte bancaire, mais vous sortez votre smartphone. Et en un clin d'œil, vous payez votre consommation. Et c'est une révolution. Et la Chine est le 5e pays après les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et l'Australie qui équipent cette sorte de système de paiement électronique. Mais ce système fascine les consommateurs, c'est vrai. Dès le premier jour, 30 millions de consommateurs chinois ont téléchargé cette application. 30 millions, si c'était en France, ce sera un tremblement de terre, une vraie révolution. Et les Français, il faut faire attention parce que ce système Apple Pay va arriver en France, à ma connaissance, dans quelques mois. Mais en Chine, 30 millions, c'est une tempête dans une tasse de thé. Parce que face au firme américain, il y a deux géants chinois, Alibaba avec son système Alipay et Tendance avec son système WeChat. La transaction de ces deux firmes de l'année 2015 atteint un niveau à l'ordre de 2009 000 milliards de yuans, équivalent de 440 milliards d'euros. Donc pour la Chine, ce n'est pas une révolution, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Parce que la monnaie, la banque, le système de paiement, enfin la finance, est très important pour un pays, pour un État souverain, pour une société ouverte, mais en même temps indépendante, pour le fonctionnement de cette société. Alors, quelles seront les conséquences que Apple Pay arrive en Chine? C'est ce que nous allons débattre avec mes deux invités, économiste et politologue Ting Yifan et journaliste correspondant de Parisien Richard Artz. Avant de commencer notre débat, comme d'habitude, je vous invite à regarder ce reportage pour mieux comprendre cette révolution de paiement en ligne. Apple Pay, l'application de paiement mobile d'Apple, a réussi son galop d'essai en Chine. Pour son premier jour de lancement, plus de 30 millions de Chinois ont lié leur carte bancaire à l'application du géant américain. La Chine est le 5e pays à adopter Apple Pay après les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie, mais surtout le premier pays d'Asie à bénéficier du système de paiement d'Apple. Pour réussir sur ce marché très important pour elle, la firme à la pomme a conclu un partenariat avec China UnionPay, le premier émetteur local de cartes bancaires et 19 des plus grandes banques du pays. L'application permet de payer depuis un iPhone, une tablette iPad ou une montre Apple Watch chez les commerçants équipés de bornes de paiement sans fil, mais également sur Internet avec tous les sites qui acceptent l'application. Malgré ce début prometteur, la concurrence s'annonce rude pour Apple qui ne contrôle que 13,4% du marché chinois des smartphones. La Chine s'est convertie au paiement dématérialisé depuis de nombreuses années et Apple va trouver sur sa route Alibaba et Tencent dont les plateformes de paiement mobile contrôlent presque 90% du marché. De géants de l'Internet dont l'influence a encore grandi au passage de l'année du singe grâce à l'immense succès de leur service des trains électroniques. Alors que la part de marché d'Apple en Chine est en recul depuis plusieurs années, la marque compte sur le lancement en mars du nouvel iPhone 5 SE au tarif plus abordable pour attirer de nouveaux utilisateurs. Une bataille pour le marché du paiement mobile en Chine qui ne fait que commencer mais promet déjà d'être épique. Mes deux invités, que vous connaissez déjà forcément très bien, Richard Artz, vous êtes journaliste,
de longue date. Vous travaillez à RTL pendant très longtemps et finalement, vous connaissez la Chine depuis une trentaine d'années. Et actuellement, vous habitez en Chine, vous êtes devenu spécialiste des affaires chinoises et depuis 6 ans, je crois. Voilà, merci d'être venu pour nous expliquer ce qui va se passer avec ce Apple Pay. Merci. Et Ding Yifan, vous êtes économiste et politologue, surtout vous êtes directeur de l'Institut de recherche du développement mondial du Conseil d'État chinois. Et surtout, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine économique. Je vais vous poser la première question. Alors, ce système américain qui arrive en Chine, est-ce que, par exemple, il sera le cauchemar de Jack Ma, le patron de Alibaba, c'est-à-dire le patron de Alipay? Est-ce que le Apple Pay va bouleverser le système de paiement en ligne en Chine? Oh, je ne pense pas, parce que ça va forcément renforcer un peu la concurrence dans ce domaine entre les sociétés chinoises et Apple, donc une société américaine. D'une certaine manière, Apple Pay s'applique seulement pour les gens qui sont équipés des appareils mobiles Apple. Donc, il n'est pas donc le logiciel n'est pas applicable aux autres appareils. Par exemple, Android, le système Android ne peut pas utiliser. Non, il n'est pas compatible avec d'autres appareils. Donc, comme en Chine, Apple représente seulement une petite proportion. 7%, je crois. Donc, mais quelle est la différence entre Alipay, WeChat et Apple Pay? Et aussi, quelle est la différence entre ces paiements en ligne et la carte bancaire traditionnelle? Bien sûr, le paiement électronique, ou ce qu'on appelle le paiement en ligne, se passe par le téléphone mobile. Contrairement à ce qu'on appelle le paiement par carte bancaire ou par chéquier, etc. Mais c'est une façon de paiement, disons, moderne, parce que si on a oublié, par exemple, son porte-monnaie, et s'il a toujours son portable avec lui, il peut toujours payer, il peut régler toutes ses affaires, etc. C'est de plus en plus, futur, hein, oui, de plus en plus, le téléphone mobile est devenu ce qu'on appelle le smartphone. Donc, c'est-à-dire qu'avec le téléphone, on peut faire toutes sortes de choses. On peut déjà, à Pékin, par exemple, j'ai voyagé dans des autobus, etc. Je vois des gens qui payent leur transport trajet avec son smartphone. Ça se passe aussi, ma fille paye toujours les restaurants, les magasins, etc. avec son portable. Apparemment, Apple Pay va arriver en France aussi dans quelques mois. En juin, je pense que ça va être décidé en juin et mis en place à la fin de l'année. Mais globalement, l'Europe résiste apparemment à ce nouveau système de paiement, la façon de paiement électronique. Pourquoi? Parce que c'est en concurrence avec un système bien établi. Donc, le système bancaire? Oui, le système bancaire, les cartes bancaires. Les cartes bancaires, ça marche et on essaye de garder le système le plus longtemps possible. La carte bancaire, elle est arrivée en France dans les années 80, en 85, 86. Il a éliminé le chèque. Et le chéquier, à partir de 2001, la carte bancaire est devenue plus importante que le fonctionnement financier en France. Donc, comme ça marche, ça reste en place, disons. C'est bien implanté et les banquiers, comme le public, mais surtout les banquiers, sont un peu méfiants par rapport à l'arrivée d'un nouveau système. Mais ça ne veut pas dire que le nouveau système ne va pas peu à peu s'imposer, parce que les particuliers auront envie de s'en servir. Et la Chine, de ce point de vue-là, est en avance, mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que depuis près de 30 ans, la Chine s'est développée en prenant toujours les systèmes les plus modernes. Et c'est le cas, là.
Alors qu'en France, on a des systèmes qui existent, on met du temps à les mettre en cause. On a la tendance à le garder. Oui. En Europe, sauf en Angleterre, c'est un petit peu comme ça, on a tendance à garder. Et du point de vue la sécurité, est-ce que utiliser la carte bancaire et utiliser ce paiement en ligne, lequel est plus sûr? Difficile à juger parce que avec la carte bancaire, on peut perdre sa carte bancaire, donc aussi du coup. Et elle a aussi le paiement électronique, parce que le paiement électronique est basé sur des données personnelles, etc. Si les bonus sont volés, etc., il se peut qu'un voleur peut utiliser ces données pour faire semblant de payer à l'image de quelqu'un. Oui, on peut voler le code, en tout cas. On peut voler le code, c'est comme si... Mais même avec la carte bancaire, on peut voler la carte aussi. Donc il y a pratiquement autant de risques. Mais, je veux dire qu'en fait, le développement de paiements électroniques en Chine s'accompagne du développement de la vente en ligne. Parce que, contrairement à ce qui se passe en Europe et en France... On l'appelle e-commerce. C'est ça. En Chine, de plus en plus jeunes font leurs achats sur ligne. Avec l'Internet, avec smartphone, ils achètent des trucs et des choses sont envoyées à domicile par des porteurs. Et tout cela sera réglé électroniquement à l'avance. Mais avec quand même une vérification qui est l'empreinte digitale. C'est ça. Ça, c'est quand même important dans le système Apple Pay, enfin dans les systèmes de vente en ligne, qu'on reconnaisse l'acheteur avec ses empreintes digitales. C'est quand même difficile pour quelqu'un d'avoir les mêmes empreintes que lui, ou alors il faut obliger quelqu'un à acheter pour avoir les empreintes sur la machine. Là aussi, il y a une certaine sûreté supplémentaire, me semble-t-il, avec ces systèmes de paiement. La grande question suivante, c'est que la Apple Pay, il est très limité en Europe, mais il est déjà internationalisé. Mais pourquoi les deux grands firmes chinois, les deux géants chinois, Alibaba et Tendance, avec leur Alipay et WeChat, eux, ils ne peuvent pas aller au-delà de la frontière. Par exemple, en Europe, oui, pourquoi? Alors, est-ce qu'un jour, on peut voir Alipay arrive en France? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manque d'ambition ou alors un manque de savoir-faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas plus développés à l'international. C'est bizarre, Jack Ma, apparemment, est une star en France. Le président français l'a reçu, le ministre des Affaires étrangères l'a reçu. C'est une star en devenir. Il a plein de choses qu'il peut faire, mais pour l'instant, ça avance très lentement. C'est manque d'ambition. L'internationalisation, peut-être, je ne sais pas. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que le système chinois, notamment celui de Jack Ma, ne s'est pas plus développé? Et en particulier en Asie, il aurait pu le faire davantage. Si, ça commence, c'est bien, mais c'est lent. C'est lent. Et Ivan, vu que Huawei était bloqué partout par les gouvernements occidentaux, par les États-Unis par exemple. Surtout par les États-Unis, non, pas en Europe. En Europe, ça commence. Et ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles à protectionnisme en Europe ou aux États-Unis sur ce domaine? Il y a ça, il y a certainement une part de protectionnisme contre Huawei, etc. Mais il y a aussi des soucis, etc. Parce que avec ce genre de paiement électronique ou des activités commerciales électroniques basées sur l'Internet sont basées sur le traitement de grandes données, comme on dit, big data. Et puis, cela, paraît-il, sont d'une certaine manière du domaine de la sécurité nationale. En Chine même, il y a un grand débat. Avec l'entrée de Apple Pay en Chine, il y a des soucis, il y en a qui disent que finalement, si Apple, donc la société américaine, pourrait collectionner les données sur les consommateurs chinois, sur leurs habitudes, etc., donc ça pourrait causer des menaces. Est-ce que ces menaces n'existaient pas déjà
même avec C'est ça. la carte bleue. C'est ça. Donc on peut débattre. Contrôler beaucoup. On peut débattre, oui. C'est un sujet à débat, d'une certaine manière, en Chine même, et à travers le monde. Mais on sent qu'il y a une espèce de volonté, je ne sais pas trop à quel niveau, mais des gouvernements de mettre en concurrence le En fait, système en Apple Chine, avec ce qui existe, notamment en Chine. C'est ça, mais en Chine, on est plus ouvert qu'aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, souvent, au Congrès américain, la raison avancée pour empêcher Huawei de pénétrer le marché américain, c'est ça. C'est que Huawei pourrait profiter de sa position pour collectionner les données, etc., etc. C'est pour ça que Huawei a été exclu du marché américain. Mais heureusement, la Chine n'est pas à ce point protectionniste. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a une espèce de connivence entre les banques chinoises et Apple Pay. Parce que, en fait, Apple Pay n'est pas un système de paiement indépendant. Il doit passer par le système de paiement bancaire chinois. En Chine, nous avons une union bancaire de paiement. C'est-à-dire les banques sont connectées. C'est le visa chinois. Hein, c'est le visa chinois, ils sont connectés ensemble, etc. Et c'est cette union de paiement bancaire qui a signé le contrat avec Apple Pay. Tandis que Alipay et WeChat n'a rien à voir. WeChat, ce sont ce qu'on appelle des innovations financières. C'est-à-dire qu'ils règlent leurs affaires directement avec des vendeurs, des acheteurs, directement. Rien à voir avec la carte bancaire. Ils sont en dehors du système de paiement bancaire. La chinoise, ça peut éliminer les banques. Oui, mais ça a suscité aussi des soucis sur la surveillance de ces activités. Parce que Alipay et WeChat, ce sont des sociétés d'Internet, mais qui se sont engagées dans des activités financières, mais sans le contrôle de l'État. C'est-à-dire, il y a la commission de la surveillance sur les activités bancaires ou sur les activités sur la bourse ne sont pas responsables de leurs activités. Donc, Apple Pay avec la banque, tandis que Alipay et WeChat en face de la banque. Oui. Est-ce que, nous savons tout à l'heure, Richard avait dit, hein, c'est lorsque carte bancaire arrive sur le marché, 10 ans après, il a éliminé le chéquier. Est-ce que Alipay et WeChat éliminent un jour la carte bancaire? C'est ça la question. Ça a déjà remplacé d'une certaine manière. Une grande partie. Une grande partie de la carte bancaire. Et je pense que dans l'avenir, les cartes bancaires seraient utilisées de moins en moins parce que avec le paiement, le système de paiement en ligne, on peut régler beaucoup de choses que même avec la carte bancaire, on ne peut pas faire. Oui. On doit aller payer électrique, payer de l'eau, un guichet de la banque, etc. pour régler ces factures de l'électricité, du gaz, etc. Mais en ligne, on peut le faire avec un téléphone mobile, on peut le faire. C'est plus rapide, plus commode que la carte bancaire. Il faut voir où on en sera dans une quinzaine d'années. Enfin, c'est difficile. Justement, il faut voir. Il faut prévenir. Oui, mais je pense que dans 15 ans, il n'y aura plus tellement de cartes bancaires. Non. Hein, qui quittera la scène. Oui, je pense. Les smartphones eux-mêmes auront certainement beaucoup évolué. Je ne sais pas à quoi ils ressembleront. On n'aura plus d'argent dans son portefeuille, ça n'existera plus. Et je pense qu'il y aura des systèmes qui existent déjà un petit peu en termes de tests pour aller chercher de l'argent en regardant un terminal. Simplement, le regard permettra d'acheter quelque chose, en tout cas. Ça existe. Il y a des... La reconnaissance par les qui est unique aussi. Absolument, chacun comme les empreintes digitales. C'est même plus précis. Et je pense que tout ce qu'on discute aujourd'hui sera un petit peu loin à ce moment-là. Cette sorte de grandes firmes comme Alibaba, comme Tendance, mais aussi aux États-Unis comme Apple,
est-ce qu'un jour, ils vont éliminer Wall Street? C'est-à-dire non seulement le système bancaire, mais aussi le commerce. Ils vont peut-être un jour, on imagine avec le paiement en ligne, on commence à investir avec le façon électronique. Oui, je ne pense pas qu'ils vont éliminer Wall Street. Je pense que Wall Street va s'adapter à ces nouveaux systèmes. Qu'il y aura des possibilités de jouer en bourse. Oui, il y a déjà un logiciel de smartphone qui permet aux gens de faire des achats et des ventes en ligne avec son téléphone mobile. Tu l'as essayé déjà? Non, mais il y a déjà, je suis très conservateur. Non. Il y a déjà des prêts, par exemple, en personne à personne, avec ce système de Alipay. Il m'est arrivé une chose. Un jour, j'ai pris un taxi, mais en descendant du taxi, je lui ai donné un 100 yuan parce que je n'avais pas de la monnaie. Et par malheur, le chauffeur n'a pas non plus de la monnaie. Il me dit est-ce que vous pouvez me payer par WeChat? À ce moment-là, je n'avais pas encore le WeChat. Je ne savais pas encore manipuler mon téléphone mobile pour paiement. Et puis, bien, je suis allé chercher un magasin pour essayer de lui faire un peu de la monnaie. Mais le lendemain, j'ai appris auprès de ma fille comment payer avec le WeChat. C'est la génération future qui nous apprend comment vivre. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Mais là, le paiement en ligne est une source d'information importante. C'est à cause de cette raison que Alipay ou WeChat chinois ne peut pas non plus pénétrer sur le marché américain. Est-ce que c'est une raison pour laquelle les Américains ferment leurs frontières? Si c'est vrai, pourquoi nous, les Chinois, ouvrent cette frontière-là? Il faut être un peu plus généreux. J'ai discuté de ça avec des responsables de Huawei, par exemple. Ceux-là sont très généreux, ils disent que tant pis pour les Américains, parce que nous sommes en train de développer des moyens de télécommunication les plus sophistiqués du monde. Eh bien, si les Américains nous ferment le marché, eh bien, dans 10 ans, ils vont dire, voilà, ils sont complètement démodés, ils utilisent des moyens de télécommunication complètement arriérés. Et tant pis pour eux. C'est un argument fondamental. Ça. Oui. Ceux qui évoluent le plus dans la technologie seront gagnants à terme. Oui, mais entre-temps, on ne peut pas imaginer dans d'autres sens, c'est-à-dire les Américains possèdent suffisamment des données sur la consommation chinoise et là, ils peuvent lancer des guerres de monnaie. De toute façon, ils ne peuvent pas avoir le contrôle ou la monopolie du marché chinois. Non, ou même des données des consommateurs chinois. Bon, si j'ai posé cette question sur la guerre de monnaie, c'est parce que le célèbre chercheur américain qui s'appelle Gordon Chang, qui prédit les fonds. Il n'est pas chercheur, il est avocat, d'une certaine manière. Bon, enfin, prédicteur. Prédicteur, oui. Voilà, prédicteur, l'auteur de fameux livres Quand la Chine s'effondra. Mais maintenant, récemment, il a encore prédit que la Chine va s'effondrer. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 1 an, c'est dans 6 mois. Très précis. Le banquier chinois va s'effondrer. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je veux dire que ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'il fait la même prédiction. Et chaque année, il est obligé de voir qu'il s'est trompé, que la Chine ne s'est pas effondrée, contrairement à ce qu'il avait prédit. Et cette fois-ci, c'est très précis. Apparemment, est lié avec ce système de paiement. Il y a une accélération comme ça, inexplicable. Ah bon? Vous ne croyez pas absolument alors Non, je l'ai rencontré aussi au moment des conférences, etc. Il est devenu tellement éhonté que finalement, si vous lui dites qu'est-ce que vous avez dit là, il va complètement oublier. Au bout de 6 mois, si vous lui posez la même question, il va dire est-ce que je l'ai dit? Il essaye de prédire quelque chose pour que le jour où ça arriverait, par hypothèse, on puisse dire il l'avait dit. Mais ça n'arrive pas pour l'instant. La Chine est quand même une république jeune, relativement, même très jeune, en comparaison avec la France, même avec les États-Unis. Nous avons une longue histoire, mais la République populaire de Chine est jeune.
Et dans la finance, la Chine est encore plus jeune, c'est un petit apprenti, il ne connaît pas grand-chose sur le système. La question est suivante. La Chine, malgré sa jeunesse dans la finance, il commence à innover, commence à créer des systèmes bancaires, des systèmes de paiement très avancés, etc. Mais est-ce que cela ne cause pas, ne prend pas des risques? Comment la Chine peut, comment dirais-je, protéger son système financier pour ne pas connaître l'effondrement qu'on a connu avec l'Angleterre? Le système livre a été attaqué, l'Angleterre a perdu beaucoup d'argent. Au début des années 90. Oui. Voilà, et l'effondrement du système bancaire des pays l'Amérique latine, la perte de beaucoup d'argent de l'Asie Sud-Est, etc. Comment la Chine peut ne pas répéter les mêmes erreurs que tous ces pays jeunes eux aussi? En fait, l'humanité fait face à un dilemme. Le progrès, qui est basé sur les innovations, etc., puis le conservatisme, qui préserve les valeurs, les bonnes qualités, etc., etc. Entre les deux, on est toujours plus ou moins coincé. Il faut trouver un équilibre. Sans progrès, l'humanité ne peut pas avancer. Mais si on avance trop vite, on tombe, on fait des erreurs, on s'écrase. Et donc le conservatisme a ceci de bien, c'est-à-dire qu'il vous enseigne les valeurs, la précaution, etc. Et dans le domaine financier, je pense que la Chine essaie de faire des innovations, de faire du progrès, mais en gardant une certaine prudence. C'est pour ça que la Chine garde toujours le contrôle des capitaux. La Chine, le marché financier n'est pas complètement ouvert et la Chine commence la réforme du système financier par libéraliser petit à petit. D'abord, les taux d'intérêt de prêt, les taux d'intérêt de dépôt, etc. Et puis, petit à petit, on laisse le taux de change flotter un petit peu, mais contrôlé dans une certaine marge. Et c'est ça. En gros, la réforme du système financier suit la même logique que la logique qui a toujours muni la réforme en Chine, c'est-à-dire on traverse la rivière en touchant les pieds. En touchant les pieds. C'est comme ça que Jean-Pierre a dit. Oui. Mais sur ce plan de la monnaie, le plan financier au sens large, je pense que la Chine, les responsables chinois auraient intérêt à reprendre, à revoir les débats qu'il y a eu avant la création de l'euro en Europe. Voilà. L'euro, c'est créé pour résister à l'hégémonie américaine. Exactement. L'hégémonie de l'or. C'était quelque chose qui peut exister encore. Et il y a certainement des arguments à reprendre, des façons de faire à voir là-dedans qui peuvent être utiles actuellement à la Chine. Évidemment, l'euro ne se porte peut-être pas aussi bien aujourd'hui qu'il l'était à ses débuts, mais c'est certainement là qu'il y a des enseignements en Europe à trouver. D'accord. Bon, on va continuer à touchant les pieds pour traverser la rivière. Bon, surtout, oui, vous avez raison, l'Europe peut nous donner aussi leur propre expérience. Ça, bon, de toute façon, la Chine, avec ce système de paiement électronique, avec l'arrivée Apple Pay, je crois qu'on est entré dans une zone inconnue. Bon, on va voir dans 15 ans qui va l'emporter. Bon, merci beaucoup pour vos analyses, pour votre optimiste pour le futur financier en Chine. Merci tous les deux, merci. Merci aussi à nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine.